Salut à tous, chers explorateurs du réel, j'espère que vous allez bien, c'est Alexis, votre serviteur pour les sentiers du réel. Aujourd'hui, on va revenir avec Alexandre Rouget. Et oui, Alexandre Rouget qui était déjà venu il y a 2 ans, mon Dieu. On avait fait une interview sur la géographie sacrée. L'année passée, il est venu nous présenter la révolution fractale. Je vous mettrai tout ça en lien comme d'habitude, mes chers auditeurs. Aujourd'hui, il va venir nous parler des Visigoths. Et oui, avec son tout dernier livre sorti aux éditions que je ne dise pas des bêtises, Trajectoire, voilà, parce que pour finir, tome 1, bien sûr, alors sous-titré Les Initiés barbares, très important, c'est ce qu'on va voir justement durant cette émission, on va voir que ce n'était pas que des barbares, comme les chers ecclésiastes les nommaient ainsi. Donc un bouquin relativement complet, alors très 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 condensé d'informations, on va un petit peu voir, un petit peu parcourir un petit peu leur parcours justement, de qui ils sont, d'où ils viennent, etc., de quelle région est-ce qu'ils ont aussi conquis. Alors j'aime pas trop, hein, parce qu'on va voir que c'est pas non plus des colonisateurs, hein, pas justement. Mais voilà, donc c'est un super bouquin, et vous le savez très bien, en plus comme si vous me connaissez, je suis intéressé à Rennes-le-Château, ça a quand même aussi un rapport avec tout ça, donc c'est pas pour rien que voilà, on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais c'est le tome 1, j'ai bien dit le tome 1, hein. Donc il y en a d'autres qui suivent. Donc mon cher Alexandre, aujourd'hui, pour te présenter quand même, écrivain, auteur, éditeur, conférencier. Donc tu as été aussi journaliste dans le magazine Nexus pendant un petit moment. Tu as sorti notamment le vin français, un chef-d'œuvre en péril, La fin du monde moderne, ainsi que les Cathares, 700 ans plus tard, sous-titré L'ésotérisme cathare et son message pour aujourd'hui, très important avec ce bouquin, justement, aujourd'hui, sur les Visigoths. Donc aujourd'hui, mon cher Alexandre, eh bien, comment vas-tu? Bonjour Alexis, bonjour tout le monde. Je te remercie pour l'invitation. Ça va très bien. Ça va très bien. La publication de ce livre a été l'aboutissement d'un travail de recherche et d'approfondissement qui a duré des années, que j'ai commencé en vérité en 2000, début des années 2020, avec la publication d'Oliba Cabretta, d'une chercheuse en généalogie, qui était la biographie d'un seigneur wisigoth du Xe siècle, qui était le seigneur de Rennes-le-Château au Xe siècle. Et il y a eu beaucoup de pistes, énormément, qui se sont dévoilées à cette époque, à cette époque-là, relatives effectivement à l'origine des Visigoths, à leur parcours, à leur projet de civilisation et à la raison pour laquelle, du coup, tout cela explique pourquoi ils ont subi un traitement dans l'histoire, dans l'historiographie, de la part des universitaires, en milieu scolaire, un traitement aussi négatif, défavorable, voire clairement diffamatoire. L'histoire des Visigoths a été largement assez soit falsifiée, soit censurée. Donc il y avait énormément de choses à rechercher, à vérifier, puis à dévoiler, du coup à révéler, et ce qui a donné la matière d'un livre, voilà, dans lequel je n'ai pas tout dit, puisque effectivement c'est le tome 1 d'une trilogie consacrée au Seigneur du Saint Graal. J'introduis avec ce livre cette idée de Seigneur du Saint Graal, donc les lignées dont on parle à propos de Rennes-le-Château, comme tu le sais, qui sont d'origine divine et qui sont celles que la tradition hébraïque appelle le peuple élu, mais dans le sens pour le coup d'un peuple désigné par le ciel et mandaté pour accomplir une œuvre de civilisation et d'initiation véritablement au travers les siècles. Et donc le premier tome sur les Visigoths sera suivi par un tome sur les Cathares et sur les Templiers qui ont poursuivi le même projet. Magnifique, super. C'est exactement ce que j'ai eu comme réflexion en lisant le bouquin. Je me suis dit, tiens, il y a apparemment une accointance avec les Cathares, entre autres. On va y Euh, revenir, ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je voudrais quand même souligner la superbe couverture. J'adore cette couverture. C'est donc, on le sait, c'est issu de l'art justement wisigoth, hein. Mais c'est vraiment une superbe couverture. Franchement, super, super. Vraiment, merci à l'artiste. Je crois que c'est une femme. Donc voilà, super, super mise en page avec plein d'illustrations et voilà. Il y a plein, plein, plein de choses à se mettre sous la dent. Et bien sûr, les chères cartes, chères à Alexandre, hein, puisque notamment, on va le voir, ils ont quand même voilà, parcouru finalement plusieurs pays de manière assez précise. Et ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, mon cher Alexandre, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je disais en off. Je voudrais que ce soit une émission un peu, disons, didactique pour les gens qui connaissent absolument pas les Visigoths, et je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les Visigoths, hein. Voilà, on a peut-être tous étudié ça plus ou moins à l'école, c'est ce que je disais aussi en off.
de manière succincte et même peut-être plutôt brève, et sans intérêt surtout. Mais là, aujourd'hui, effectivement, en lisant le livre, effectivement, j'en ai appris vraiment un max. Et il faudrait même une seconde lecture parce que voilà, moi je suis pas très, voilà, on le sait très bien, j'ai pas une mémoire littéraire forcément, mais voilà, c'est très 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 complet. Et comme tu dis, mon Dieu, quel boulot depuis des années, parce que clairement, ben, ça se fait pas en un clin d'œil, ce genre de bouquin-là. Ça demande vraiment des recherches précises parce que je suppose que, à l'exemple, peut-être petite parenthèse, on trouve pas des informations comme ça dans tous les bouquins. Actuellement, je crois pas qu'il y a beaucoup de littérature sur les Visigoths, hein, enfin, pas aussi précise. Oh, il y en a, il y a deux, trois références relativement sérieuses qui ont été publiées assez récemment, dans les années 90 ou 2000, sur lesquelles je me suis appuyé. En revanche, il est clair que ce livre-là constitue une synthèse qui est sans équivalent sur le marché, ça c'est clair. Euh, j'ai compulsé la plus grande quantité possible de sources disponibles sur les Visigoths, qu'elles soient universitaires ou non universitaires, afin pour bah, justement de rectifier les erreurs éventuelles des livres classiques, universitaires, académiques, et de défricher les pistes que les livres classiques universitaires laissaient de côté ou avaient ignorées ou négligées. Donc pour le coup, le travail de documentation, de sources et de références, je pense, est le plus complet, en tout cas le plus large qui soit sur le marché au sujet des Visigoths. Oui, oui, pour ma part, oui, 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 effectivement, sans être un spécialiste, ça se sent, hein, les recherches, encore une fois, les détails qui sont justement inscrits dans cet ouvrage. Alors, pour en venir, disons, un petit peu au début des Visigoths, donc ce sont des gothiques, si j'ai bien compris, qui sont scindés en deux. À l'époque où effectivement ils entrent dans le domaine, on va dire, gréco-romain, ils commencent à être observés et à y faire l'objet de témoignages de la part des chroniqueurs, grecs d'abord et romains ensuite. Et c'est à cette époque-là que effectivement les chroniqueurs leur donnent ce nom de Goths. Nous sommes au deuxième, troisième siècle de notre ère, à l'époque où ces peuples-là arrivent pour le coup dans l'orbite de l'Empire romain sur sa façade orientale, du côté de la Thrace et de la Dacie, c'est-à-dire les Balkans, la Roumanie, la Bulgarie Crâne, je actuelle. crois, ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui, alors Ça il y a plus une tard. période ensuite où Ok. ils se heurtent à l'Empire romain et une partie d'entre eux, plutôt que de forcer, d'enfoncer les frontières de l'Empire romain, ce qui viendra plus tard, vont s'installer et se sédentariser pour une période assez brève, mais très fructueuse, effectivement, dans la vaste plaine, alors au sud de l'Ukraine, où ils vont fonder la civilisation de Tcherniakov, qui a été effectivement un moment assez bref et assez intense de la culture et de la civilisation européenne, qui a vu un mélange, une alliance inédite entre les modes de vie des nomades de la steppe, dont viennent les Goths, ça faut en reparler, et le mode de vie pour le coup des peuples sédentaires urbanisés comme les Grecs et les Romains. Et on a eu un premier mélange d'influences assez inédit à cette époque-là. Mais en vérité, les Visigoths viennent de beaucoup plus loin. Alors, au moment où ils arrivent effectivement aux frontières de l'Empire romain, ils arrivent de Scandinavie. C'est pour ça qu'on leur attribue cette image de guerriers ou de barbares du Nord. Et c'est l'époque où ils ont eu la révélation des runes. C'est l'époque où leur religion fait une place centrale ben, aux dieux Odin ou Wotan. Donc, les mythologies scandinaves telles qu'on les connaît de nos jours. C'est effectivement leur bagage religieux et spirituel à cette époque-là. Mais ils n'ont passé que 2 ou 3 siècles en Scandinavie avant d'arriver aux portes de l'Empire romain dans les Balkans. Avant d'arriver en Scandinavie, ils provenaient de la grande steppe eurasiatique où ils n'avaient pas du coup le nom que leur ont donné par la suite les Grecs et les Romains. Un nom d'ailleurs que les Visigoths se sont sûrement donné eux-mêmes, puisque Goth, c'est la même origine que Dieu. A priori, les Goths, ce sont des fils de Dieu ou les hommes qui proviennent des dieux, qui descendent des dieux. Mais auparavant, ils proviennent de ces très nombreux peuples de cavaliers nomades de la Grande Steppe, comme les Scythes, les Sarmates, les Alains, qui ont très longtemps nomadisé entre les hauts plateaux de l'Altaï et de l'Iran, en vérité. Hein. Ce sont des peuples iranophones, donc ils viennent de Perse.
et qui ont très longtemps nomadisé du coup entre l'Iran et l'Europe occidentale, en couvrant cette immense zone, cette surface de steppe dans laquelle ils ont étendu une civilisation d'effectivement de cavaliers, de pasteurs nomades, où ils sont passés maîtres dans l'art équestre, la maîtrise de la cavalerie. A priori, les Scythes sont véritablement les inventeurs de la chevalerie. Alors ça aussi, c'est une des carences universitaires que je comble. On associe communément enfin, l'origine de la chevalerie aux Germains, voire aux Romains, alors qu'elle est d'origine scythique. Ce sont les cavaliers scythes de la steppe qui ont été les premiers à se caparaçonner, à se revêtir d'une armure avec des fines écailles de fer, pareil pour leurs chevaux. C'était les meilleurs cavaliers du monde et ce furent les premiers chevaliers du monde. Et les Visigoths ont été leurs héritiers directs, puisque ce sont les Visigoths qui ont introduit effectivement le concept militaire, on va dire, qui ont formalisé la chevalerie dans l'Europe entre l'Antiquité et le Moyen Âge. Et on retrouve un autre marqueur culturel très fort chez les Scythes et les nomades de la steppe, qu'on retrouvera chez les Visigoths, mais qu'on retrouve aussi chez les Celtes et les Gaulois, qui est la métallurgie. Une orfèvrerie particulièrement fine, particulièrement raffinée, ce qui implique évidemment une maîtrise du feu de la forge, qui est là aussi une signature, alors non pas seulement culturelle ou technique ou civilisationnelle, mais aussi véritablement spirituelle, puisque la maîtrise du feu renvoie aux techniques chamaniques, pour le coup, de maîtrise du feu intérieur et des méthodes de Alchimique, en modification. fait. Voilà. Exactement, de modification d'état de conscience par le feu intérieur pour atteindre des niveaux supérieurs. Et c'est ce qui donnera ensuite la maîtrise du feu extérieur pour le coup, produire des outils pour pratiquer la culture ou fabriquer des armes, ainsi que beaucoup de pièces d'art, de parures. Et en particulier, donc, on a vu l'aigle, le fameux aigle wisigoth, qui était un motif qui ornait les fibules, les agrafes que les femmes utilisaient pour accrocher leurs vêtements, leurs tissus. Et c'est une figure qui est d'origine scythique. Oui, d'ailleurs, on les appelle le peuple des dragons, je pense, hein, aussi. Et les Scythes ont été surnommés le peuple du dragon, effectivement, en référence à leur armure de fer qui était composée de petites écailles, qui leur donnaient un aspect, pour le coup, voilà, un peu draconien, Curieux. draconesque. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette référence au dragon a aussi une implication tellurique, énergétique, puisque ça renvoie aussi à la vouivre, le dragon de la Terre, c'est-à-dire ce réseau d'énergie qui informe les territoires et qui donne lieu aussi à la consécration de centres spirituels où ces forces, où ces énergies sont concentrées pour être mises à la disposition du peuple, des prêtres et des chamans pour des cérémonies, pour des rituels aussi bien thérapeutiques que initiatiques. Donc cette dimension du dragon terrestre énergétique, on la retrouvera aussi chez les Visigoths jusqu'au Moyen Âge européen. À travers notamment du coup l'architecture, ça on en reparlera, au sein du réseau des bénédictins, hein, l'ordre des bénédictins qui est une création largement visigothique, catholique à l'extérieur ou chrétienne à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont recyclé l'héritage druidique et l'héritage chamanique venu des steppes, et ils ont mis tout ça en œuvre avec l'implantation, le réseau de leurs abbayes qui répondent à des critères géobiologiques et telluriques évidents. Les Templiers prendront le relais dans les siècles suivants avec leurs cathédrales qui reproduisent le schéma des constellations, de la Vierge ou du Bouvier et d'autres. Ce sont largement effectivement les Visigoths qui sont derrière ces projets-là. Et d'ailleurs, puisque tu me lances là-dessus, puisqu'on parle finalement un peu d'écailles, même leur trajectoire, hein, même leur trajectoire, disons la conquête de certaines régions, pays, se fait de manière un petit peu serpentique. Alors toi tu avais utilisé un autre mot, le boustophéridon, là, comment? En... Le Oui, boustrophédon. oui, boustrophédon, merci. Donc effectivement, on le voit, d'ailleurs, tu as tracé une carte, une ligne sur la carte de l'Europe, on va dire ça comme ça, et une partie de l'Asie, où Oui, oui. effectivement, ils suivent vraiment un schéma. En sinusoïde. Oui, c'est fou. Le schéma des migrations visigothiques, alors dans la dernière période de leur migration, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent dans l'Empire romain et qu'ils entrent en force hein, dans l'Empire romain, parce que les Romains voulaient pas les voir. Et le dernier schéma de leur migration adopte effectivement une forme en sinusoïde. Tout s'est passé comme si les Visigoths avaient effectivement un but à remplir, une mission à remplir, mais qui semblait
presque les dépasser par moment parce que on a affaire quand même à un peuple largement civilisé. Donc c'est pour ça qu'il a été présenté comme barbare. C'est parce que les Romains ne comprenaient pas à qui ils avaient affaire. Il faut quand même savoir que le terme de barbare, bon, on a affaire à du racisme de bourgeois urbains dégénérés Le punk à classiques, chien de hein. l'époque, comme je disais, ouais. Ah bah oui, oui, c'est ça, non mais des snobs, les snobs de la ville de l'époque, les Grecs appelaient barbares des gens qui n'arrivaient pas à prononcer correctement les mots grecs et qui bafouillaient en disant bar. C'est comme ça qu'ils ont traité les Perses notamment. Il y a une autre dérivation effectivement, quand on demandait effectivement à ces gens-là leur origine ou leur qualification, bar, ber, c'est l'ours évidemment, et les Visigoths se désignaient comme les fils de l'ours. On retrouvera cette désignation dans les pays cathares, la vallée de l'Ariège, du Sabartès, qui a un ours sur son blason. Enfin, donc il y a une double acception au sens barbare, qui est péjorative et raciste chez les Grecs, mais qui renvoie effectivement à une origine chamanique et divine de la part des Visigoths. À ce compte-là, le peuple berbère, peut-être que peut-être que je m'emporte, mais qui vivent quand même sur des plateaux aussi, voilà. Qui vivent en altitude et puis qui sont d'origine viking celtique, hein, genre, c'est pas des Arabes, hein, c'est Voilà, des... c'est ça, voilà, exactement, justement. Et d'ailleurs, ils font bien la distinction en général entre eux, hein. Ouais. Voilà, ils sont fiers de leurs origines. Et puis bon, alors ce sont aussi ces fameux barbares s'habillent justement avec des peaux de fourrure. Et ça, c'est très important aussi dans leur culture. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un presque lien, là je le fais maintenant en direct, hein, enfin en direct, en différé, mais un lien avec peut-être les Mongols, parce que tu Bien parlais sûr. voilà, Mais de, c'est une culture chamanique, hein. Les, les- voilà, les- les peuples de complètement. cavaliers nomades Voilà, de la steppe d'accord. étaient de culture et de tradition chamanique. Et pour le coup, le fait de porter une peau animale est une pratique qu'on appelle totémique, entre guillemets, mais qui consiste à fusionner avec l'animal, avec l'esprit de l'animal, pour récupérer ses qualités, sa force, sa puissance. C'est aussi une forme d'hommage. Donc, et effectivement, les chroniqueurs romains de la décadence à l'époque où les Visigoths bon, ils ont passé quand même plusieurs dizaines d'années hein, à faire des va-et-vient dans l'Empire romain, à négocier avec les empereurs et les généraux pour avoir une partie pour avoir occupé un territoire en fait. Ils voulaient simplement fonder un petit royaume pour s'installer et enfin se sédentariser. Ils savaient qu'il fallait qu'ils aillent jusqu'au bout de l'ouest de la péninsule européenne, à la pointe occidentale de l'Europe. Ils savaient pas exactement ni où ni comment, et donc, comme des gens normaux, bien élevés, civilisés, ils ont demandé la permission aux Romains. Bon bah écoutez, nous avons été chassés par les Mongols pour le coup, quand les Huns d'Attila déferlent sur l'Europe de l'Ouest. Une bonne partie des Ostrogoths sont massacrés parce qu'ils refusent de se rendre et ils refusent de pénétrer l'Empire romain. Et les Visigoths, eux, finissent par franchir le Danube, donc la frontière de l'Empire romain, de force, après avoir négocié avec l'empereur romain Valens, qui trahit ses promesses, hein, qui renie sa parole, comme les Romains ne cesseront jamais de le faire avec les Visigoths. Et alors que les Visigoths sont en train de franchir le Danube dans un chaos sans nom, hein, ils ont les Huns d'Attila à leur trousse, c'est la panique, ils sont en train de franchir en catastrophe le Danube avec les femmes et les enfants dans des chariots de fortune, des embarcations de fortune. Et qu'est-ce que font les fonctionnaires romains chargés de les accueillir? Eh bien, ils mettent de côté les femmes et les enfants, ils désarment les hommes et ils envoient tout le monde sur des marchés d'esclavage et les bordels des grandes villes de l'Empire romain. Donc ça, les Visigoths ne l'ont pas digéré, et quand Valens viendra à leur rencontre pour voir combien d'hommes et combien sont arrivés sur la frontière de l'Empire romain, du côté romain du Danube, eh bien les Visigoths vont leur défoncer la gueule. Ce sera la pire défaite de toute l'histoire de l'Empire romain, Andrinople, en 378 où la quasi-totalité de l'empire de l'armée romaine est anéantie, de même que l'empereur et ses deux fils. Dès lors, les Visigoths sont respectés, mais haïs et détestés par les Romains qui ne se sont jamais remis de cette défaite. Et les Visigoths, du coup, vont passer effectivement une cinquantaine d'années à essayer de négocier un espace, un territoire pour s'installer au sein de l'Empire romain, tout en étant sans arrêt trahis par les empereurs romains, donc en particulier par l'empereur Théodose, qui a été le dernier empereur à régner sur l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, et qui avait intégré une bonne partie de l'armée wisigothe comme auxiliaire dans l'armée romaine. Ça faisait partie de l'accord, du fédus, du contrat qu'ils avaient passé entre eux, c'est-à-dire que les Visigoths
fournissaient des auxiliaires à l'armée romaine. C'était les meilleurs cavaliers du monde, donc ils étaient à la fois redoutés et recherchés. En échange de quoi, ils pouvaient occuper des terres, ils pouvaient cultiver, ils pouvaient s'installer. Sauf que évidemment, les empereurs romains n'ont jamais joué le jeu et Théodose, à la bataille de la rivière Froide, lors de laquelle il combat son rival de l'Empire d'Occident, eh bien, tend un traquenard aux Visigoths en faisant avancer l'avant-garde du roi, c'est déjà Alaric à l'époque, dans un défilé étroit en montagne où il n'a aucune visibilité, il y a du vent, il fait mauvais, en sachant très bien que les mercenaires francs de son rival Arbogast sont à l'autre bout du défilé et attendent les Visigoths qui du coup se sont fait écharper sans aucune raison. Donc voilà, un acte de trahison à la romaine, comme on ne cessera jamais d'en voir par la suite, de la part non plus de l'Empire romain, mais de l'Église romaine, ce qui revient au même, ce qui est même pire, ainsi que de la part des Mérovingiens et des alliés du coup francs de l'Église romaine, qui ont passé leur temps à s'acharner sur les Visigoths. Ça aussi, c'est un aspect de l'histoire officielle qui a été relativement long et laborieux à démêler, à investiguer, à éclaircir, puisque les chroniques romaines et les chroniques franques, comme Grégoire de Tours, mentent ou racontent ce qui les arrange, en faisant passer les Francs pour des héros et des chevaliers du Christ, et en faisant passer les Visigoths pour des soudards, des abrutis sans foi ni loi. C'est bien évidemment l'inverse, qui est vrai, comme d'habitude. Et il a fallu un peu rétablir effectivement la réalité des faits au fur et à mesure des événements, en faisant coïncider les témoignages des uns et des autres, et les événements et les concordances de lieux et de dates pour faire un peu ressortir la réalité. Vous aimez cette vidéo? Alors n'hésitez pas à liker celle-ci et cliquez sur le bouton Boost et encore une fois en dessous afin de faire remonter sa visibilité. Vous pouvez également soutenir la chaîne des Sentiers du Réel en devenant membre soutien. Merci et bon visionnage. Alors effectivement, bon, on voit qu'ils ont quand même parcouru pas mal de pays finalement, de régions, hein, Pologne, Espagne, France, le sud de la France surtout. Là, j'accélère un petit peu sur, disons, au niveau géographique. Bordeaux, Narbonne. Est-ce que Toulouse aussi? Alors Toulouse, on va comprendre un truc, c'est que, enfin moi je l'ai compris comme ça, alors tu vas me dire, hein, oui ou non. Ouais. Est-ce que, tout simplement, est-ce que Toulouse aurait pu presque devenir la capitale de France? Toulouse est la capitale de France. Toulouse est le véritable, et pas que de la France, mais il y a une dimension officielle, effectivement, où Paris est la capitale politique de la France et où Rome est la capitale religieuse de l'Occident chrétien. En vérité, ce sont deux attributs au niveau politique et spirituel qui reviennent, au fond, à Toulouse, pour plusieurs raisons. C'est une cité qui a été fondée par les Druides, par les Volques tectosages. C'est une cité dans laquelle a été déposé l'or de Delphes, le trésor du temple d'Apollon à Delphes que les Gaulois sont allés chercher à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ et qu'ils ont ramené à Toulouse. Bon, il y a une partie de cet or qui a fini aussi du côté de Rennes-le-Château, du côté de l'Ariège et des Pyrénées ariégeoises aussi, dans le Mont-Thabor, à côté de Montségur. Bon, il y a des ramifications bon, un peu plus précise par rapport à la destination de cet or, mais qui est un or, voilà, évidemment, qui appartient à Apollon et qui du coup, contient une influence spirituelle. Euh, Clairement, c'est pas que de l'or, voilà. Ce Hmm. n'est pas que de l'or, il est informé et il irradie une influence, bon, voilà. Donc évidemment, Toulouse n'a pas été choisie pour rien par les Visigoths, hein, dont les rois étaient eux-mêmes initiés, formés par des chamans et même par des prêtres, donc chrétiens. On pourra revenir sur la religion des Visigoths, qui étaient chrétiens mais pas catholiques, et qui avaient conservé leur héritage chamanique et nordique, les runes et ainsi de suite. Donc les rois Visigoths étaient entourés de chamans et ils étaient formés par les chamans. Donc ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ils savaient très bien où ils allaient, ils savaient très bien quelle était leur mission. Le seul tort qu'ils ont pu avoir, à mon avis, avec un peu de recul, c'est une certaine naïveté, une certaine crédulité. Ils n'ont jamais compris pourquoi ils avaient affaire à autant de perfidie, à autant de fourberie de la part des empereurs romains, de la part des papes, de la part des prêtres, de la part des évêques romains installés en Gaule, de la part des Mérovingiens alliés à l'Église de Rome, qui ont toujours menti, qui ont toujours trahi les accords et qui ont passé leur temps à persécuter les Visigoths pour leur prendre leur place. On peut presque dire que c'est un peuple pur à ce moment-là. C'est presque un peuple pur, pas dans... En effet, il y a une dimension il y a une dimension d'innocence où ces gens-là savent qu'ils sont mandatés par le ciel et par leur Dieu pour accomplir une mission civilisatrice et pour servir de relais initiatique entre l'Antiquité et le Moyen Âge, et entre l'Orient et l'Occident. Pourquoi le parcours, les grandes migrations des Visigoths ont été aussi particulières au point d'adopter un trajet en sinusoïde, ce qui est invraisemblable,
c'est comme s'ils étaient guidés par les étoiles véritablement. Mais ils étaient guidés par les étoiles. Ils observaient le ciel avant de savoir où est-ce que nous allons aller. Les universitaires attribuent les migrations, les déplacements des Gaulois, des Celtes ou des peuples nomades au hasard, à des critères aléatoires et stupides de il faut faire brouter les vaches ici, ou il faut aller là quand il fait trop chaud, ou alors il fait aller là parce qu'il pleut. C'est complètement stupide, ça n'a rien à voir. Ils suivaient les indications des étoiles, ils suivaient les constellations. Et les Visigoths, évidemment. Et leur parcours migratoire a toutes les allures d'une véritable pérégrination, d'un parcours initiatique, mais d'un voyage initiatique à l'échelle d'un peuple entier, qui leur a permis d'intégrer les traditions ésotériques de tous les peuples auprès desquels ils sont passés, en Perse, auprès des Mèdes, des Massagètes, même, ils sont même allés jusqu'en Palestine. On sait qu'il y a eu des contacts avec les Hébreux, puisque je fournis l'image dans mon livre, qui avait été publié par Gérard de Sède en 76, de l'identité entre les glyphes des caractères hébreux et les glyphes runiques. Sur les runes et les lettres hébraïques, ce sont les mêmes à la base. On retrouve la même chose dans l'alphabet araméen, qui était issu de Jésus-Christ, mais qui était utilisé aussi à la chancellerie des Perses, que les Visigoths ont fréquenté aussi à un moment avant d'entrer en Europe, dont ils ont fourni les corps de cavaliers d'élite de l'armée perse à l'époque, des grands empereurs perses, Cyrus et compagnie. Donc ils ont intégré au fur et à mesure toutes les connaissances ésotériques, les savoirs, les doctrines initiatiques de tous les peuples auxquels ils se sont associés à une époque ou à une autre. Après, ça a été du coup les chamans de la Dacie, des Balkans, ça c'est l'époque des Almoxis, où je m'attarde un peu sur Zalmoxis, qui a laissé un grand souvenir chez les initiés visigoths, qui était à la fois un chaman, un druide, un pythagoricien, qui professait une doctrine qu'on retrouvera effectivement un peu à l'identique par la suite, non, à peu près, non, pardon, à peu près à la même époque pour le coup chez les pythagoriciens, et auparavant également chez les druides. La connaissance des nombres, la connaissance de l'astrologie et de l'astronomie, la connaissance de la médecine, du corps humain, des organes, de l'anatomie, même subtile avec les méridiens, euh, des tendances pas ascétiques, mais effectivement, on va dire des stages, si j'ose dire, des retraites en solitaire dans les grottes et dans les montagnes. La dimension de berserker aussi qu'on retrouvera chez les Vikings en Scandinavie, c'est-à-dire le chamanisme poussé au stade de la transformation animale, où l'individu acquiert les qualités de l'esprit de l'animal au point d'acquérir, voilà, de se transformer en loup ou en ours. Le mythe du loup-garou, ce n'est pas que un mythe, il y a eu cette réalité-là. Et les Visigoths voilà, ont acquis ces techniques, ces méthodes également du côté de la Thrace, la Dacie, donc les Balkans, peu avant d'intégrer l'Empire romain. Et quand ils entrent dans l'Empire romain, donc ils fréquentent avant tout d'abord les Byzantins, la partie grecque orientale de l'Empire romain, et en particulier, ils entrent en contact avec les chrétiens. Et il y avait un prisonnier wisigoth qui était un peu resté du côté de Byzance et qui avait découvert la doctrine chrétienne, mais la doctrine chrétienne authentique, véritable, c'est-à-dire gnostique. Celle en particulier du prêtre Arius, qui était originaire d'Alexandrie, donc en Égypte, qui était vraiment la capitale intellectuelle et spirituelle du monde entier, où pour le coup, tous les courants spirituels de l'Antiquité se retrouvaient, fusionnaient, s'alliaient, se synthétisaient, et ça a été la capitale de la gnose. Arius venait de là-bas et il a enseigné la version normale, traditionnelle de l'enseignement chrétien, qui est évidemment initiatique. Ce à quoi les Visigoths ont adhéré. Et c'est pourquoi ils ont été combattus évidemment par l'Église romaine, qui a pris la succession de l'Empire romain pour maintenir son pouvoir à son profit, tout en utilisant le message chrétien pour se justifier et faire croire que en fait l'Église romaine allait utiliser l'Empire romain et la puissance territoriale et administrative de l'Empire romain pour répandre le message évangélique et chrétien, ce qu'elle n'a jamais fait. Et au prétexte de quoi, ils se sont acharnés sur les Visigoths et les gnostiques en général, les manichéens, les pauliciens, ils les ont persécutés, ça a été de massacre en génocide, de génocide en massacre, jusqu'à l'époque des Cathares et des Templiers, qui étaient les héritiers de cette même tradition spirituelle à la fois chamanique et gnostique, c'est-à-dire véritablement christique. Jésus-Christ, il fait vraiment la synthèse totale de tous les cultes, de toutes les initiations, de toutes les époques. Voilà, il réunit, il condense, il synthétise tout pour le transmettre à l'époque suivante, donc à l'ère des poissons. Et les Visigoths ont pris ce relais initiatique. Ils ont assuré cette transmission ésotérique à l'Europe du Moyen Âge, en passant le relais, du coup, après avoir été persécutés sans arrêt par l'Église romaine et les Francs, ils ont transmis le relais aux Cathares, puis aux Templiers. Mais ça, ce sera l'objet, du coup, des deux prochains livres.
Ok, d'accord, magnifique. Merci pour déjà pour cette exclue, on va dire. Mais alors, tu dis même que ce sont même d'ailleurs les créateurs carrément du chemin de Compostelle, hein, quelque part. C'est même quelque part eux qui l'ont initié finalement. Oui, en effet, ça c'est c'est impossible de démontrer, mais je pense que c'est une hypothèse exacte, puisque par différents liens et par différents recoupements, enfin par convergence d'indices, hein, qui est la seule manière de procéder en vérité, puisqu'on n'aura jamais accès à des sources ou des traces écrites qui disent oui, alors je sous-signé des Visigoths décide de créer un chemin de pèlerinage initiatique. Qui a été redessiné d'ailleurs plusieurs fois, entre parenthèses, hein. Et Mais enfin, tout laisse à penser que c'est l'abbaye de Cluny qui a été la matrice. Enfin, bon, ça c'est avéré. C'est Cluny qui a porté le projet et ce sont les moines de Cluny qui ont mis en œuvre, à travers leur réseau d'abbayes en France et en Espagne, qui ont mis en œuvre véritablement le pèlerinage de Saint-Jacques, qui est à vocation alchimique, hein, et initiatique. Sauf que l'abbaye de Cluny est de fondation visigothique. C'est le duc Guillaume d'Aquitaine, arrière-arrière petit-fils de Guillaume de Gélone, donc qui a été le grand mage, le grand druide, le grand chaman des Visigoths de la Septimanie à l'époque de Charlemagne, qui est un personnage sur lequel je me suis un peu attardé parce que c'est une époque centrale, cruciale de l'histoire de l'Europe, et qui est particulièrement méconnu parce que son histoire a été complètement falsifiée et censurée. Mais enfin, c'est depuis l'ésotérisme transmis par Guillaume de Gélone que les bénédictins, installés à Cluny, ont mis en œuvre alors les trésors spirituels et architecturaux du Moyen Âge, c'est-à-dire bon déjà le pèlerinage alchimique de Saint-Jacques de Compostelle, ensuite l'architecture gothique qui sera déployée dans les grandes cathédrales des 12e, 13e siècles, ainsi qu'à la même époque, le trésor littéraire des chansons de gestes, les romandes du Graal, les romandes de chevalerie, qui sont eux aussi d'origine visigothique, et ce que je démontre pour la première fois en vérité. d'accord, oui. Alors effectivement, dans le bouquin, j'ai pas ressenti une seule fois que c'était un peuple qui, on le disait aussi en off, qui était là pour coloniser. En fait, ils se sont, comme tu dis, abreuvés de toutes les cultures qu'ils ont traversées finalement. Et effectivement, ils avaient on sent qu'ils ont cette espèce de sacerdoce de vouloir transmettre quelque chose et de faire le pont, comme tu dis, entre chaque pays. Et c'est pour ça que ça va être très important quand ils vont arriver aussi en France, et l'Espagne, bien entendu, parce que tu sens que toute cette culture, il l'amène. Enfin, c'est comme l'eau qui finalement parcourt tous les ruisseaux. Oui, euh, voilà. C'est-à-dire que Ils prennent une information pour la répandre, mais sans. J'ai pas l'impression qu'on ressent pas qu'il y a une imposition en fait. exactement. Voilà. Là où, Là où l'empereur romain, par contre, oui, alors que les Grecs ou les Romains, voilà, quand ils arrivent quelque part, ils cassent tout, ils détruisent tout. voilà, Les empereurs ils romains mettent ont, leur drapeau carrément, voilà. ils ont exterminé les druides, ils ont détruit les cités, ils ont imposé leur fiscalité, enfin qui est un racket, hein, le racket fiscal que l'on connaît, il est d'origine romaine. Ils ont imposé l'esclavage, ils ont imposé leur code civil stupide, patriarcal et misogyne. Alors que les Visigoths, c'est l'inverse. Non seulement ils n'ont rien détruit, ils n'ont tué personne, mais ils ont apporté des éléments de civilisation, d'émancipation, de libération sociale, si j'ose dire, puisque ce furent les premiers en Europe à mettre en place un système légal, juridique, pour sortir de l'esclavage, pour mettre un terme à l'esclavage qui sera maintenu dans la France du Nord sous les Mérovingiens, qui donnera le servage médiéval, mais qui avait disparu au Moyen Âge en Occitanie, à Toulouse et dans le sud et en Catalogne, alors il existait toujours dans la France du Nord. Donc les Visigoths ont engendré pour le coup une société ouverte, souple, où on pouvait circuler, où les gens qui étaient effectivement les manouvriers, les ouvriers agricoles, pouvaient effectivement louer leurs services, leur force de travail à un seigneur ou à un propriétaire, mais sur un pied d'égalité. Il n'y avait pas ce rapport de domination-soumission La fameuse loi de Paradj, c'est ça? et d'exploitation sordide, capitaliste, issue des Grecs et des Romains, et puis qui sera imposée par la suite. C'est ce qu'a donné en effet le parage en Occitanie, la loi de parage, donc l'équité, la loyauté, le respect de la parole, le respect de l'autre, l'égalité homme-femme, ce qui a fait de l'Occitanie médiévale, de l'Occitanie cathare, l'avant-garde
de la civilisation européenne et voilà le fleuron de la civilisation à cette époque-là, que l'Église romaine et que les Français ont détruite de fond en comble pour imposer pour le coup leur dictature patriarcale, rétrograde et archaïque dont nous subissons encore aujourd'hui les effets. Mais les Visigoths, voilà, ont été les premiers à mettre en cause le servage et l'esclavage hérité des Romains et qui sera maintenu par les Mérovingiens et les catholiques partout ailleurs. Alors, ils ont su quand même mettre en place aussi on va dire comment est-ce que je vais dire ça, une façon de protéger le pays, ou en tout cas, oui, de faire participer, en tout cas, le peuple carrément j'ai pas envie de dire à leur guerre, mais à la protection du pays, ce qui fait qu'un boulanger, hop, il troque sa serviette, hop, et il met les armes et en avant, quoi, en avant Guingamp. Oui, et puis de manière volontaire, parce que C'était pas parce obligatoire. bah, il y avait un service qui était dû. Il y avait quand même une obligation légale, effectivement, de pouvoir, enfin, d'accepter une réquisition si vraiment il faut que tout le monde soit mobilisé pour défendre la place. Mais au-delà de ça, ils ont donné les moyens à tout le monde, pour le coup, d'acquérir ses propres moyens de subsistance, son autonomie économique et sociale, ce qui était sans équivalent à cette époque-là en Europe. Ils ont créé des villes et amélioré les cités qu'ils ont occupées, Toulouse, Bordeaux, dans le Gers. Ils ont mis en place une architecture en sollicitant les architectes byzantins, donc qui étaient les meilleurs du monde à l'époque, pour leurs monastères, pour leurs palais, ce qui n'était pas le cas dans la France mérovingienne. C'est eux qui ont fondé la première église mariale de France, l'église Notre-Dame de la Dorade. C'est la première église Notre-Dame mariale de la Gaule. Elle n'est pas catholique, elle est visigothique, elle est arienne. Une église qui était de forme décagonale. Bon, elle a été détruite par les catholiques hein, au XVIIIe siècle, hein, avant la Révolution. Elle était de forme décagonale, ce qui traduit là encore une fois une référence géométrique d'origine ésotérique, qui n'a pas d'équivalent non plus chez les catholiques et chez les mérovingiens. Alors non seulement ils n'ont rien détruit, mais ils ont bonifié l'héritage gréco-romain, parce que malgré le fait qu'ils ont été trahis et persécutés sans arrêt par les évêques, par les papes et par les héritiers de l'Empire romain, ben, ils ont quand même trouvé le moyen de garder ce qu'il y avait de bon dans l'héritage juridique romain, en particulier l'efficacité administrative, la dimension rationnelle, efficace de la cité romaine. Ça, ils l'ont conservé. Ils l'ont conservé en l'améliorant et en y introduisant les coutumes héritées de leur droit oral d'origine chamanique et tribale, qui convenaient parfaitement aux Gaulois et aux Celtes, puisque les Celtes et les Gaulois sont eux aussi d'origine scythique. Hein. C'est un peu les mêmes peuples. Hein. Enfin, faut quand même pas se rappeler, faut pas oublier, pardon, que Hérodote appelait les Celtes les Scythes de l'Ouest. Donc on a affaire à des peuples qui ont des noms différents selon les époques, mais on retrouve aussi bien chez les Celtes que chez les Scythes ces deux marqueurs de civilisation que sont la maîtrise de la cavalerie, l'art équestre, c'était les meilleurs cavaliers du monde, et la maîtrise de la métallurgie et de l'orfèvrerie. Hein, en Europe de l'Ouest, à l'époque, les Gaulois étaient les meilleurs orfèvres du monde et ils forgeaient les meilleures épées, et même les Romains voulaient leurs épées pour leurs armées. Donc, pour le coup, les Visigoths et les Gaulois se sont bien entendus. Hein, seule la bourgeoisie patricienne, la bourgeoisie romaine des villes s'est sentie un peu menacée par les Visigoths. Et les Celtes, les Gaulois ont tout de suite adhéré au système juridique que les Visigoths ont mis en place. Donc, encore une fois, cette relation d'homme à homme, de vassal à suzerain, mais sur un pied, de vassal à suzerain, mais sur un pied d'égalité, qui est à l'origine de la féodalité. En vérité, le système féodal, donc basé sur la parole donnée et le respect d'homme à homme, je te donne un service, je te rends un service et en échange tu me donnes ça, c'est une invention visigothique. Les universitaires prétendent, tu vas voir sur Internet, c'est facile à vérifier, tout le monde prétend que ça a été inventé par Charlemagne, c'est faux, ça a été inventé 4 siècles plus tôt par les Visigoths. Hein. C'est une récupération du. Voilà, ils ont tous fait, ils ont tout fait ceux-là, et ils ne font que récupérer l'histoire de toute façon, et la modifier comment, à leurs avantages, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, donc oui, alors parce qu'on peut peut-être éventuellement bifurquer sur leur religion botanique, éventuellement par rapport à Odin. Est-ce que tu veux un petit peu nous en dire quelque chose là-dessus, et si c'est. Tout à fait, oui. Mais on a affaire pour le coup, je pense à une phase qui est assez intéressante, mais en ethnologie, mais qui est un peu un angle mort, enfin en tout cas vraiment une espèce une grosse carence dans l'historiographie.
le passage entre la tradition chamanique des peuples nomades et bah, une tradition religieuse de peuples sédentaires. On retrouve, ça a été mis en évidence par Mircea Eliade ou de rares chercheurs un peu sérieux, la dimension chamanique d'Odin, hein, le rituel initiatique que subit, que traverse Wotan Odin en étant suspendu à l'arbre de vie Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits, à Qui la, à la, rappelle un à la certain Jésus, hein, voilà, c'est ce à que... la suite de quoi il a la révélation des runes, mais c'est-à-dire que les Visigoths, quand ils arrivent à Byzance et qu'ils voient les chrétiens avec leur croix, le mec, alors c'est pas le Christ crucifié, torturé, psychopathique là, des névrosés catholiques, c'est le Christ Pantocrator. C'est le Christ triomphant qui a réuni les quatre éléments en lui, les quatre dimensions haut, bas, droite, gauche, les quatre éléments, les quatre directions de l'univers, qui les a synthétisés en son centre et qui est devenu un homme-dieu. Ce qui est le but du chamanisme, ce qui est le but de l'initiation, ce qui est le but de n'importe quelle tradition C'est digne de le ce nom. pendu dans le tarot, par exemple. Voilà, Ouais, par exemple, en effet. Donc, voilà. quand les Visigoths ont vu ça, ils ont dit, bon bah nous on a le même, il s'appelle Odin. Comment il s'appelle le tien? Jesus? Ok, d'accord, pas de souci, ouais. Et puis voilà, enfin, ça s'est passé comme ça. Voilà, c'est ça, exactement. Il y en a un qui aimait les corneilles et puis l'autre, voilà, bon. Les corbeaux. Les corbeaux, c'est les corbeaux, d'accord, OK. Bah, Euh, le corbeau dont on retrouve l'étymologie dans les corbières et ah dans bah les oui, pierres. ah bah oui, ah bah oui, joli. C'est juste. Bah, c'est sûrement pas par hasard, hein, parce que l'étymologie et la phonétique jouent un rôle majeur dans les transmissions comme ça de traditions ésotériques. Et de manière à cacher, encore une fois, l'histoire et comprendront ceux qui comprendront et Voilà. voilà, Et tout ça permet simplement. d'éloigner les profanes ou. Exactement. Mais moi, j'ai presque envie de dire, là, c'est une question un peu, disons, pas de conclusion forcément, mais voilà, qui englobe un petit peu tout ça. J'ai l'impression que c'est un peuple, en fait, qui a voulu amener les lois, finalement, des dieux en les adaptant finalement à l'humain, à cette 3D, à cette matière dans laquelle on vit, dans laquelle on est. J'ai l'impression qu'ils ont fait une espèce de traduction, si tu vois, je sais pas, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, une Oui. sorte voilà, sur l'honneur, effectivement, sur la justesse des choses, c'est pas la justice, comme je dis toujours, la justesse des choses, l'équilibre entre vraiment, voilà, vie, mort, etc., enfin, tous les équilibres possibles entre le bien, le mal et compagnie. Et ils ont voulu traduire ça, retraduire ça, finalement pour l'humain, quoi, pour l'être humain, pour les peuples en fait. On sent que c'est pas, on sent que malgré leur capacité à être des guerriers quand même. Fervents guerriers, de fervents guerriers, clairement, hein, puisque pour avoir quand même mis à sac l'Empire romain, faut le faire quand même, parce que c'était quand même déjà bien installé, ceux-là aussi. Mhm. Faut quand même le faire, hein. Franchement, ils avaient des balls, comme on dit en, en anglais, mais pour ne pas dire autre chose. Mais, euh, mais en même temps, c'est voilà, c'est pas encore une fois un peuple de guerre. Non. Ils viennent simplement rétablir un ordre et encore une fois cette espèce d'ordre spirituel qui est beaucoup plus voilà, qui est beaucoup plus. Tout à fait, ouais. Tu vois ce que je veux dire? De manière à faire communiquer l'ordre terrestre humain et l'ordre spirituel divin. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas, quoi. On va dire un petit C'est peu comme exactement dirait. ça. C'est la mission d'un peuple élu digne de ce nom, en vérité, un peuple Ah oui. civilisateur qui est là pour effectivement améliorer les conditions de vie de tout le monde, donner à tout le monde les moyens, les possibilités de s'épanouir, de se réaliser. Et ce qu'on appelle en langage chrétien faire advenir sur terre les voies du ciel ou préparer sur terre le royaume de Dieu. C'est ni plus ni moins ça que les Visigoths ont fait et que feront après eux les Cathares et les Templiers, mais par des moyens différents. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Les Visigoths ont été les vainqueurs et les successeurs de l'Empire romain, et ils ont repris à leur compte la mission civilisatrice que Rome avait trahie. Que Rome, finissant dans la décadence, la débauche, bon voilà, hein, je ne vais pas revenir sur la période de la décadence de l'Empire romain, mais et les Visigoths sont venus pour prendre le relais de la civilisation à une époque où les Romains étaient incapables de l'assumer. Alors en plus, dans ton bouquin, effectivement, bah, juste ici sur la couverture, en tout petit, c'est marqué, hein, tu l'as bien dit en introduction d'ailleurs, les seigneurs du Saint Graal. Donc ce sont des familles, effectivement, qui sont quand même liées au Saint Graal, les Visigoths, comme les Cathares, comme les Templiers. C'est une quête visiblement commune, mais bon, quid de la quête
qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils ont connu même le Saint Graal au départ? Enfin, ça, je sais pas si tu le sais, mais voilà. Sur quoi est-ce qu'ils étaient partis au départ, finalement, pour arriver au Saint Graal, le fameux Saint Graal, le fameux sang réel, etc. Jésus ne le connaissait pas à l'époque, en plus, je présume, dans Ah leur. oui, mais effectivement, Voilà. les lignées du Saint Graal ou le mythe du Graal remontent bien avant Jésus-Christ. Jésus-Christ a été un relais, mais auparavant, les Scythes, les Sarmates, les Iraniens, les Indiens, les Hindous connaissaient le Graal, ils avaient leur équivalent du Graal. C'est un symbole universel qui a eu différentes traductions au fil des époques, au fil des cultures, jusqu'à sa traduction européenne médiévale que nous connaissons avec voilà, Perceval, le- la quête des chevaliers du roi Arthur, et ainsi de suite. Mais ce mythe-là, ce symbole, bon, ce n'est pas que un mythe et un symbole, il y a aussi une réalité parfaitement physique et concrète et immédiate. Mais il provient, alors non pas de l'Europe celtique, je pense qu'il provient de manière antérieure de l'époque scythique et des peuples scythes, chez lesquels on trouve les premières origines, les premières mentions des histoires que l'on retrouvera plus tard chez les Celtes, chez les Gallois, chez les Bretons et jusque dans les romans de la table ronde, dans les versions galloises, bretonnes, anglo-normandes, puis enfin françaises au XIIIe siècle. Tout cela repose sur un fond celtique, mais ce fond celtique est lui-même d'origine scythique, et ce sont les Visigoths qui ont fait le relais entre les Scythes et les Celtes. Il y a un élément qui m'a beaucoup frappé au fil de mes recherches, qui a été la connexion entre les Visigoths du roi Euric. Donc on est à la fin du 5e siècle, à l'époque où le royaume wisigoth de Toulouse est à son apogée. Où il possède les deux tiers de la France et la totalité de l'Espagne, à l'exception de la petite poche des Asturies ou du royaume suève, mais qui n'existe quasiment plus. Donc c'est vraiment le royaume le plus puissant d'Europe. Et Euric combat près de Châteauroux, à Déols. Il combat et il vainc une armée de Bretons, de Francs, alliés aux Romains. On ne sait pas trop ce que les mecs foutent là. Et a priori, on a affaire à un chef breton plus ou moins félon, enfin qui s'est allié aux Francs et aux Romains pour, euh, pour repousser les Visigoths. Ce que fera ensuite Clovis par la suite. Mais à cette époque-là, on a une émigration bretonne qui commence, donc qui part de Grande-Bretagne pour arriver en Bretagne armoricaine, sur le continent, et qui prend contact avec les Visigoths et qui organise pour le coup une émigration de druides et de Celtes authentiques qui fuient l'invasion anglo-saxonne de la Grande-Bretagne, euh, qui est soutenue par évidemment les évêques et l'Église catholique, puis l'Église catholique romaine, de même qu'elle a utilisé les Francs de Clovis pour combattre les Visigoths et aussi pour combattre les Celtes, hein. L'Église catholique romaine soutient les anglo-saxons pour combattre les Celtes et les druides en Grande-Bretagne. Donc ils se réfugient en Bretagne armoricaine et ils prennent contact avec les Visigoths et il va s'organiser une immigration jusqu'en Galice, donc la pointe nord-ouest de l'Espagne, là où, comme par hasard, nous aurons Saint-Jacques de Compostelle quelques siècles après. Et on aura effectivement des évêchés qui s'appellent Britannia, jusqu'au 9e siècle, au nord de l'Espagne, qui ont été fondés du coup par des Celtes réfugiés de Grande-Bretagne et installés en Espagne avec le soutien des Visigoths. Et c'est cette connexion celtique-visigothique qui va donner naissance au 8e, 9e, 10e siècle, au premier roman du Saint Graal et au premier roman de chevalerie. Et les romans du roi Arthur et de la Table ronde et des chevaliers de la Table ronde viennent de là. D'accord, ok, ok, magnifique. Bah écoute, ça c'est plus clair que ça, on peut pas, effectivement. D'ailleurs, j'avais un ami espagnol il y a des années, il ne jurait que par les Celtes, hein, la cornemuse justement en Espagne, rien que pour la citer, hein. Donc voilà, donc s'ils ont quand même, c'est quand même mine de rien des peuples marquants qui ont quand même su graver finalement d'ailleurs on en parle maintenant en 2026. Voilà, plus de 1000 ans, 1500 ans après, la preuve que ce sont des peuples qui sont relativement forts et au niveau, oui, comme donc physique et spirituel. Donc effectivement, ce savoir
bah, il n'est pas prêt d'être dévoilé comme ça parce que on entend bien que ça a été gardé par plusieurs finalement. Puis la récupération après, comme tu dis, de l'Église et compagnie, hein, parce que bon voilà, ça on le sait, ils sont très très forts pour ça, hein, pour pouvoir finalement un petit peu salir toute leur mémoire à ces peuples. Et grâce à toi maintenant, voilà, ça devient effectivement un peu plus clair. En fait, tu sors. euh, est-ce que tu ressenti en faisant ce bouquin, par exemple, une énergie, je sais pas avec quoi je viens là, mais une énergie, oui, comme si tu étais quand même guidé, en fait, sur les informations. Tu vois ce que je veux dire? Au Oui, niveau, parce qu'il y a eu des moments sans grande forts, hein. prétention, hein, sans grande prétention, mais Mais il y a des moments où je sens effectivement que quelque chose est en train d'apparaître et qu'il y a, il y a une piste, il y a une piste à suivre. En l'occurrence, la connexion entre les Celtes et les Visigoths m'a littéralement happé. J'ai senti que là, effectivement, il se passait quelque chose et qu'il y avait quelque chose de nécessaire à expliquer ou à décrire. Et ça n'a fait que se dérouler, se confirmer et s'amplifier par la suite avec effectivement la création des romans du Graal, des romans de chevalerie, la quête du roi Arthur, qui provient effectivement des Visigoths de Septimanie avant d'être transcrite, pour le coup, par les auteurs anglo-normands, Jeanfroid de Monmouth, Robert Weiss, et ainsi de suite, mais qui ne sont que des traductions des romans occitans, qui ont été écrits en occitan dès voilà, on va dire à partir du 9e siècle, mais je pense que les premiers récits originaux qui étaient à l'oral, hein, qui n'étaient encore que des versions orales, remontent sans doute aussi au 8e siècle. Et l'origine des romans de chevalerie et des romans du roi Arthur sont effectivement en occitan, donc dans la Septimanie visigothique. Là, oui, alors, ça recouvre des enjeux, si tu veux, bon, qui me dépassent encore un petit peu, puisque c'est ce que j'explique à la fin du livre, et pour le coup, ça fait le lien avec le mystère actuel de Rennes-le-Château, qui aboutit très clairement à l'Agartha. Sans vouloir déflorer la suite, parce qu'il y aurait de quoi en parler très longtemps, mais les romans du Saint Graal, alors ce qu'on appelait la matière de France à l'époque de Charlemagne, en fait, ce sont les Visigoths qui sont et les héros et les acteurs de ces épopées, mais aussi les auteurs. Et par la suite, du coup, les romans du Graal, qui ne sont que la version la celto-française, enfin en langue française, de ces mêmes histoires, euh, révèlent de manière cryptée des connaissances et un message ésotérique qui consiste à dire, nous connaissons la vérité, nous savons qui nous sommes, nous savons d'où nous venons et nous savons ce que nous sommes venus faire ici. En revanche, ni vous ni personne, ni aucun roi, ni aucun pape, ni aucun empereur autoproclamé ne nous empêchera de faire ce que nous avons à faire. Et ce que nous aurons à faire, c'est quoi? C'est effectivement civiliser l'Europe et faire en sorte que, encore une fois, les voies du ciel adviennent sur la terre. Mais comment? Par des moyens techniques et opératifs qui sont essentiellement cosmotelluriques. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe par le maillage énergétique des abbayes bénédictines, des cathédrales gothiques qui sont templières, par les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui sont alchimiques, par les châteaux cathares qui sont eux aussi des turbines cosmotelluriques considérables. Voilà, telle a été la mission pour le coup ésotérique des Visigoths, des cathares et des Templiers, avec les bénédictins, quelques électrons libres, alchimistes par-ci par-là, et qui est cryptée, qui est inscrite dans les romans du Graal. Voilà, manière de dire au roi français et au pape romain, qui n'ont jamais cessé d'essayer de s'emparer de ces trésors-là, que ces trésors-là leur resteraient toujours inaccessibles. d'où ton intérêt pour la géographie sacrée d'ailleurs. La géographie sacrée traduit cette réalité-là. La géographie sacrée montre bien effectivement de quelle manière le territoire a été façonné, informé, irradié par les forces qui sont dans le sol, et les forces et les trésors hein, qui sont qui sont sous nos pieds véritablement, et qui sont tous reliés, connectés directement par des flux énergétiques aux forces célestes, aux constellations, aux étoiles, et ainsi de suite. Donc la géographie sacrée repose quand même là-dessus, hein, et on s'aperçoit effectivement quand donc j'ai joint quelques cartes, quelques captures d'écran de Google Earth à la fin du livre pour montrer que bon, en me limitant au pays visigothique, au royaume wisigoth, Occitanie, Catalogne, mais que les principaux hauts lieux, alors
ça implique aussi les mégalithes qui étaient là avant les Visigoths, évidemment. Mais les Visigoths ont hérité les connaissances des mégalithiques, des constructeurs de mégalithes, puisque ce sont les mêmes connaissances que celles des bâtisseurs des abbayes bénédictines et puis des cathédrales gothiques templières. Ce sont les mêmes connaissances architecturales et astronomiques qui ont été mises en œuvre dans les châteaux cathares également. Donc quand tu relis entre eux tous ces points, tu as des résultats impressionnants, des étoiles à cinq branches, des sceaux de Salomon, qui donnent des mesures, avec des mesures exprimées en kilomètres, en yards ou en miles, ce qui n'a aucun sens du point de vue historique officiel, avec des mesures de 144, de 666, de 618, des mesures cycliques comme 2160 ans, la durée d'une ère de précession des équinoxes, 12 960 yards. Alors on a 12 960 yards entre la pique grosse du mont Bugarache et l'église Marie-Madeleine de Rennes-le-Château, qui est visigothique. Donc les Visigoths, effectivement, avaient ces connaissances-là, et ils ont contribué à permettre cette respiration, ce maillage énergétique du territoire. Et qui donne en plus des dates assez précises, assez impressionnantes. Et vous irez voir d'ailleurs l'interview qu'on a faite il y a 2 ans avec justement Alexandre sur la géographie sacrée. Je mettrai ça en lien, bien entendu. Et vous irez voir aussi, bien entendu, sa chaîne éponyme, hein, Alexandre Rouget, sur YouTube. Je mettrai tout ça aussi en lien, où tu as fait d'ailleurs pas mal de lives où tu décortiques en direct avec les auditeurs, effectivement, des cartes et tu expliques un petit peu de tes conclusions et en tout cas comment est-ce que tu en arrives à faire toutes ces recherches qui sont encore une fois presque infinies et on se dit mais est-ce que vraiment ce sont des humains qui ont mis ça en place ou des ordinateurs célestes ou une espèce d'intelligence artificielle? Ce serait d'ailleurs très vulgaire de le dire, mais t'as bien compris ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose de tellement précis que même l'imagination la plus fertile ne pourrait pas. Ah, mais c'est vertigineux. C'est Mais vertigineux, Mais on complètement. a affaire en effet à des humains inspirés ou connectés, enfin, Oui, qui ont vraiment, comme on dit, la tête, enfin la tête, oui, dans le ciel ouais, et et les pieds bien ancrés, ancrée voilà. Ouais, c'est dans ça. la terre. Ouais, ouais. Voilà. Mais ce sont des gens normaux. N'importe quel être humain, pour le coup, voilà, Qui peut se mettre laisse en ouais, œuvre. d'accord, ok. Qui ouvre son cœur, qui ouvre son esprit, qui ouvre finalement cette connexion pour arriver à ça, tu crois, oui. Envie d'avancer dans la justice, la vérité, la plénitude, voilà, de faire de cette terre le paradis qu'elle a été et qu'elle va redevenir, parce que c'est sa vocation. Voilà, on trouve chez les Visigoths cette aspiration véritablement chrétienne, au sens noble du terme, ou même républicaine, si j'ose dire, mais au sens noble, hein, de la République, c'est-à-dire l'égalité, c'est-à-dire la fraternité, c'est-à-dire le respect, à tel point que sous la Révolution française, Danton, Georges Danton, qui était le libéral, le bourgeois parvenu, vendu au réseau anglo-saxon de la finance mondialiste de l'époque, insultait Robespierre et Saint-Just, qui étaient eux de vrais chrétiens laïcs, hein, mais qui portaient vraiment ce message d'émancipation et de justice sociale. Alors, Robespierre n'a jamais été cet assassin ou ce persécuteur que la caricature historique en a fait. Et Danton insultait Robespierre et Saint-Just en disant je ne veux pas de leur sale démocratie de Visigoth, leur république de Visigoth. Donc même à cette époque-là, les Visigoths avaient laissé le souvenir à travers le royaume de Toulouse et puis l'Occitanie cathare d'une république idéale, d'une cité accomplie où les gens se respectent, où tous les cultes peuvent cohabiter, où les rabbins, les imams et les évêques collaboraient pour mettre en œuvre la géométrie sacrée, la kabbale, la médecine, la connaissance du corps, la connaissance des étoiles, le Graal. Hein, dans le roman de Wolfram d'Eschenbach, il te le dit bien, von Eschenbach, que Flegetanis c'était un païen qui était installé en Espagne, donc l'Espagne musulmane de l'époque, qui était l'héritière de la gnose, de l'ésotérisme persan, et qui te dit qu'il a lu le nombre du Graal dans les étoiles, et que c'est la course des étoiles qui impulse et qui influence la course des affaires humaines terrestres, et que ceux qui savent ça, ce sont les vrais Templiers, qui sont les seuls capables de conserver le Graal, de l'approcher, de le regarder. Mais ça veut bien dire qu'effectivement, tout le monde n'est pas capable de s'affronter à ces réalités-là. Effectivement, Perceval le peut parce que c'est un esprit simple et un cœur pur. Voilà, on connaît les conditions, hein. Donc, ma foi, ça n'a toujours pas changé.
Et je pense que les mystères du Graal n'ont pas fini de nous apporter à la fois l'aide et le soutien dont nous avons besoin pour affronter l'apocalypse ce monde qui est en train de s'effondrer dans tous les sens, mais aussi pour nous apporter du coup les secrets et les mystères d'une vie humaine accomplie, c'est-à-dire divinisée. Et c'est pour ça que je l'ai pas dit d'ailleurs en introduction, enfin c'est pas pour ça que justement, mais j'ai complètement omis de dire que c'est un sujet hyper important, les Visigoths. Je le dis vraiment haut et fort, parce que via ce livre, en tout cas le tome un et il y en a deux qui suivent, ça va je crois nous permettre de faire justement cette connexion que les Visigoths ont voulu toujours créer. Ils l'ont fait, elle a été, on le sait, effacée, en tout cas diluée avec tout le reste. Mais il est temps peut-être de justement, c'est peut-être pas un hasard que ce bouquin sort dans ces années d'apocalypse, effectivement, de cette période d'apocalypse complète, comme tu dis, hein, comme tu as très bien dit, pour reprendre tes mots, et ce monde qui s'écroule, et c'est tant mieux qu'il s'écroule, hein, parce que tel Ah qu'on le oui, connaît, il en est tout cas, temps, oui. il est temps, hein, ras le cul, quoi. Et donc là, pour vraiment dire, voilà, c'est vraiment un sujet super important, et qui va peut-être justement nous permettre de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a cette division qui est faite actuellement, cette division sociale, sociétale, humaine, tout ce que vous voulez, culturelle peut-être, pourquoi pas aussi. Et quand j'ai une division, c'est pour mieux, disons, rebondir sur autre chose. Hein. Attention, hein, c'est pas voilà. Et donc il y a pas de hasard. Tu as d'ailleurs sorti ce bouquin en 2018, je crois, si je m'abuse, sur les Qatars, 700 ans après. Hein, je crois que c'était en 2018-2019. Donc je pense que là aussi, il n'y a pas de hasard. Allez peut-être vous procurer ce livre, je ne sais pas s'il est encore disponible, en tout Oui. cas sur les Qatars. Donc, mais en tout cas, ici, aux éditions Trajectoire, les Visigoths, voilà, les initiés barbares, on a compris, ils sont loin d'être barbares. Voilà, ils savaient juste se faire respecter. Si voilà, si on leur marchait sur les pieds, et voilà, on a compris aussi que c'était un peuple qui avait un cœur pur malgré tout. Oui, Euh, en effet, ouais. Ils avaient le sens de l'honneur, ils avaient le respect de la parole donnée, et c'est comme ça qu'ils ont pu être voilà. brimés, persécutés et Voilà. effacés de l'histoire officielle, parce ils ont eu affaire à des gens qui, eux, n'ont pas de parole. Exact, voilà, exact, et qui sont encore là, malheureusement. Donc reprenons, j'ai presque envie de dire, un petit peu du Visigoth en nous. Oui, 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 clairement. J'ai presque envie de dire, c'est même presque dommage qu'il n'y ait pas une école, hein, finalement. On va réapprendre les Visigoths, refaire des armes, etc. Non, là je rigole, mais c'est vrai que c'est, non, non, mais c'est très sérieux. Il faudrait reprendre un petit peu je crois qu'il faudrait reprendre, en tout cas, cet esprit Visigoth en nous, et je pense que c'est à peu près ce que peut-être vous, hein, chers auditeurs, ressentez au plus profond de vous, voilà, cette constante injustice dans laquelle on est jour et nuit. Donc reprenons un petit peu notre sacré, voilà, redevenons les souverains, voilà, de notre vie, de notre âme. Mon cher Alexandre, en tout cas, que dire de plus si ce n'est un grand merci au nom des auditeurs de moi-même pour vraiment pour cette émission. Voilà, alors on aurait pu avec Alexandre le faire pendant 2 heures, 3 heures. Je vous laisse quand même le loisir de découvrir tout ça en livre aussi. Hein. C'est ce que je disais dans une autre interview il y a pas longtemps. Si vous le lisez, vous l'intégrez beaucoup plus facilement. Écoutez quelqu'un, c'est magnifique. Mais franchement, lisez-le, c'est beaucoup mieux. Il y a une magie aussi qui se fait quand vous lisez les mots, les phrases, vous intégrez beaucoup plus facilement les choses aussi. Puis voilà, vous avez donc un aperçu de ce qu'Alexandre propose dans ce premier tome. Donc, tome numéro 2, numéro 3 bientôt, enfin bientôt, quand ça viendra, hein, parce que voilà, Alexandre n'est pas une machine non plus, faut pas exagérer. Déjà que tu nous présentes quand même pas mal de sujets, hein, mon cher Alexandre. Donc, aux éditions Trajectoire, je mettrai aussi le lien pour vous le procurer, bien entendu, chers auditeurs. Alexandre, je sais pas si tu veux donner le mot de la fin, éventuellement, de cette émission. Oh, mais, tu viens de le faire de la meilleure des manières, hein. Mille merci à toi, je te remercie infiniment, Alexis. Mais voilà. Et pour le coup, voilà, rendez-vous l'année prochaine pour la suite avec les Cathares et les Templiers. Et nous continuerons voilà, à dérouler le fil de cette politique du Graal, cette géopolitique de l'esprit voilà, qui doit aboutir bientôt, je l'espère, à Oui, un monde meilleur. oui, oui, j'espère effectivement. Merci beaucoup Alexandre pour tous ces éclairages que tu nous offres, que tu nous permets de découvrir en 2026. Vraiment, j'insiste. Procurez-vous ce bouquin, vous m'en direz des nouvelles. Gros bisous à tous.
Passez une bonne semaine. D'ici là, à la semaine prochaine pour une autre émission. Abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez. Abonnez-vous aussi chez Alexandre pour lui donner de l'amour et surtout, voilà, de la force, hein, parce il en faut de la force. Donc voilà, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Au revoir.